Donc salut Victor. Aujourd'hui on va parler de Kinomichi tous les deux. Donc moi je suis Gaël Marchand, je suis professeur d'aïkido et de Kinomichi à Whitehorse au Yukon au Canada. Alors moi je suis Victor Labouret. J'ai été professeur de Kinomichi au Brésil pendant une quinzaine d'années où j'ai développé ça avec Cristiana Cavalcanti. Et j'ai été pratiqué dans le dojo de Maître Noro pendant une bonne douzaine d'années à partir de 1990. Et quand j'ai déménagé en 2002, Maître Noro m'a donné l'autorisation d'enseigner au Brésil. Parfait. Voilà. En plus, pour comprendre ma perception du Kinomichi, j'ai beaucoup fait de ce qu'on appelle conscience corporelle au Brésil. Et j'ai notamment fait une petite formation là-bas. Donc ça me donne un éclairage spécial qui est probablement différent du tien. Oui, moi mon parcours Kinomichi, c'est en fait je suis en aïkido. Originellement, je suis un élève des élèves de Maître Noro en aïkido, où il y avait encore beaucoup de morceaux de Kinomichi dans l'aïkido. Et j'ai fait du Kinomichi avec Maître Noro, c'est là où je t'ai rencontré dans les années Mhm. 90, fin des années 90, pendant 3 ans avec Maître Noro au Colindo. Et puis moi je suis parti au Canada et toi t'es parti au Brésil. Oui. Donc aujourd'hui Ok. on va parler du partenaire. Donc le partenaire, vaste sujet, sujet central du Kinomichi on va dire. Bon, Euh, alors, ce qu'il faut dire, c'est que pour les gens qui connaissent pas le Kinomichi, le partenaire est essentiel parce que c'est une pratique qu'on fait à deux. Effectivement. Voilà, c'est effectivement. Et donc, c'est une pratique, on se prend, on s'attrape et on fait des mouvements à deux, où on interagit. Et donc, parler du partenaire, c'est parler de tout déjà. En aïkido, le Kinomichi est un dérivé de l'aïkido, il y a un partenaire aussi. Et au Japon, dans le contexte japonais, les vocables utilisés, c'est uke et tori. C'est les deux vocables les plus utilisés qui, Non, mais alors, je crois que ce qui est important, c'est d'expliquer historiquement que Maître Noro, le créateur de la technique, enseignait l'aïkido et d'une façon continue a transformé sa technique, la pratique qu'il faisait. Il faisait de l'aïkido, il l'a transformé et un jour, il a décidé que ça s'appelait Kinomichi. Mhm. Et c'est pour ça que cette filiation que tu vas évoquer est fondamentale. Oui, parce qu'en fait, si on peut simplifier en caricaturer, disons, l'évolution du Kinomichi, c'est une décision globalement d'enlever de manière consciente toute martialité à la discipline et d'en faire une discipline du mouvement à part entière. Oui, alors, pour éviter les ambiguïtés, je dirais qu'on enlève les notions d'attaque-défense. Attaque-défense, justement, dans le concept de partenaire au Kinomichi, en fait, les deux personnes sont. On est partenaires l'un avec l'autre, donc on est tous les deux partenaires, en fait. Alors Oui. qu'en Aikido, les termes sont différenciés. Il y a Uke, qui est un type de rôle, et Tori, qui est l'autre type de rôle. Donc on a des fonctions très différentes en Aikido, puis après on échange les rôles. Au niveau de l'origine sémantique, Uke, Tori, c'est des termes japonais, mais faut bien voir qu'en fait ils ne veulent rien dire pour un japonais normal. Moi j'ai beaucoup d'élèves qui sont japonais, on dit uketori à un japonais dans la rue, il va pas comprendre ce que c'est. Ça a juste un Oui. sens local à l'aïkido, dans son contexte de l'aïkido, dans son contexte martial. Alors Donc, c'est un pur jargon. c'est un jargon technique complètement propre aux arts martiaux. Alors le japonais standard, entre guillemets, va vaguement comprendre de quoi il s'agit parce que uke, ça vient du verbe en fait recevoir. Donc il va comprendre qu'il y a Oui. quelque chose qui reçoit. Tori, par contre, ça vient du verbe prendre. Donc il va comprendre, il y en a un qui prend et l'autre qui reçoit. Donc c'est à peu près ça qu'un japonais standard comprendrait, mais ça donne pas beaucoup d'indications sur ce qui va se passer. Donc même pour des Et japonais, un japonais standard ne comprend pas ce que veut dire uketori. Il faut qu'il arrive dans un dojo, qu'on lui explique, voilà, soit ce rôle, ça va être ça, toi tu vas faire ça, et donc ça sera clair pour eux. mais les mots, en dehors de leur étymologie, prennent un sens par la pratique et par le groupe qui les utilise. Voilà, exactement. Et même dans les arts martiaux, nous on dit uketori en aïkido, mais on y attache un sens et des fonctions et des rôles propres. Mais les mêmes mots seront utilisés dans un autre art martial, un art martial de sabre ou en daitoryu, et les fonctions de uketori, même si c'est les mêmes mots, sont différentes. Donc
En théorie, on pourrait les utiliser en kinemichi aussi si on change le sens aussi. Mais Noro utilisait, moi je n'ai pas souvenir qu'il utilisait ces mots-là, c'était plutôt partenaire à chaque fois, changer de partenaire, soyez un bon Alors, partenaire. Maître Noro, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque où je l'ai vu, où j'ai fait des cours avec lui, c'est qu'il avait décidé de faire une rupture sur le vocabulaire pour bien faire la séparation avec l'aïkido. Maître Noro voulait retirer ces notions-là qui vont habituellement dans les dojos avec ces notions avec ces mots de uke-tori. C'est pour ça qu'il a changé les noms. En aïkido, les trois aspects du uke, prenons le uke par exemple. Le uke, ça va être celui qui donne la situation d'étude. Donc c'est celui qui attaque, quelle que soit la forme, si c'est une saisie, une frappe. Donc c'est lui qui va donner la situation d'étude sur laquelle on va faire la technique. Frapper, une attaque. Le verbe que tu utilises, c'est attaquer. C'est ça. Mais c'est parce que ce sont des situations abstraites d'attaque d'origine martiale. Mais elles sont, par exemple, on voit Shomenuchi ou cinquième forme en nomenclature kinemichi, on voit que c'est tout à fait abstrait. C'est une attaque verticale qui pourrait être n'importe quoi. Où les saisies c'est des saisies statiques qui bougent pas, juste pour donner une situation de travail qui va être la base du kata. Donc ça, c'est la fonction du uke. La première fonction du uke, c'est de donner la situation. Après, en aïkido, la deuxième fonction du uke, ça va être d'être, en fait, il va servir de critère de réussite, entre guillemets. C'est-à-dire que le tori, l'autre qui va faire la technique, va voir sur son uke comment ça marche, entre guillemets, sa technique. Il va voir s'il arrive à le déséquilibrer, s'il arrive à le contrôler, à l'immobiliser au sol ou à le faire rouler. Donc, critère de réussite pour l'autre. Et puis le troisième, c'est un rôle passif, je dirais, pour le uke, c'est qu'en fait, parce que le troisième rôle, en fait, le uke, dans un dojo japonais, il y a une dynamique sociale, c'est-à-dire il y a des hakama, il y a des pas hakama, il y a toujours le rôle de senpai, kohai, l'élève le plus avancé, l'élève le plus débutant, et donc le uke, quand on travaille avec quelqu'un, il y a toujours cette dimension sociale et hiérarchique dans les arts martiaux qui va jouer un rôle quand même, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une sorte de respect envers la hiérarchie technique et honorifique entre guillemets du dojo, qui est une hiérarchie très japonaise, hein, dans le sens où la société japonaise est comme une société très confucianiste, où on travaille ensemble, où il y a un respect social, il y a un respect des formes, on salue beaucoup, c'est un travail très poli, c'est vraiment un travail d'échange social. Ces trois critères, c'est pas... moi, c'est comme ça que je les ai compris. C'est trois façons c'est trois fonctions en fait. C'est ça, c'est des fonctions. Moi, j'ai compris à travers l'enseignement de mes professeurs, que la manière dont j'enseigne. C'est sûr que les situations d'études, oui, dans le kinomichi comme l'aïkido, on part de situations prédéfinies pour créer un échange et bouger ensemble. Donc la fonction situation d'étude, elle est tout à fait comparable, sauf que ce qu'on étudie et ce qu'on va faire est complètement différent. Ouais, parce que je crois qu'on ne l'a pas évoqué, c'est important de dire que dans le kinomichi, on est dans un scénario totalement coopératif. Il n'y a aucune notion... Bon, on le répète une fois, c'est important. Il n'y a aucune notion de l'idée de quelqu'un puisse bloquer, puisse attaquer. Non, on est là pour créer une situation où les deux vont gagner. On est dans un scénario gagnant-gagnant. Et comme le mot d'attaque n'a pas de sens dans le kinomichi, je veux dire, quand je dis il n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'en aucun cas on veut ni attaquer ni défendre, la situation d'étude change. Je vais faire un petit pas en arrière parce que tu m'as invité à parler sur ce sujet de partenaire et alors donc j'ai un tout petit peu réfléchi. Je me suis dit oui, toi tu vas dans l'étymologie, dans les démos, mais moi j'aime bien voir l'histoire. Et Maître Noro, qui a créé le kinomichi, qui a commencé comme aikidoka, a beaucoup fait de danse de salon. Il racontait même qu'on lui a proposé d'être professeur de danse de salon. Il paraît qu'à une époque, une fois par mois, il obligeait tous ses instructeurs, tous ses professeurs, élèves, professeurs à faire une après-midi de danse de salon. Donc, la notion de danse de salon, elle existe quelque part et c'est quelque chose d'important pour Maître Noro. Le mot partenaire, c'est un mot qui a son origine dans la danse de salon.
on veut danser le mieux possible avec son partenaire en général. On veut créer des situations de complicité, de plaisir, et je crois que c'est pour ça qu'il a choisi ce mot-là. Là, tu nous amènes bien sur la notion en fait de critères de réussite, en fait, de l'objectif de la technique, en fait. Donc, comme tu viens de dire, alors je pense que tu l'as bien dit, que justement le but c'est de faire le mieux possible tous les deux ensemble, quoi. Tous les deux ensemble, et Maître Noro passait son temps à aller voir quand il y avait un débutant avec quelqu'un plus avancé, il allait toujours voir le plus débutant, il dit: est-ce que vous avez un bon partenaire? Façon de dire, j'espère que le plus avancé vous aide et ne vous embrouille pas la situation. Alors aussi, moi je trouve une des... parce qu'en Aikido, il y a le concept quand même de coopération, mais je pense qu'un des... ce que tu expliques bien là avec le parallèle de la danse de salon, c'est qu'au Kinemichi, on veut vraiment avoir les deux partenaires, comme tu dis, qui arrivent tous les deux à avoir un mouvement satisfaisant, plaisant, agréable, et que la réussite soit partagée, entre guillemets. Alors que... Et le mouvement ne peut être que bon que si les deux y participent et y contribuent. Ben, déjà, c'est la différence avec l'aïkido, hein, parce que l'aïkido, oui, c'est la coopération, mais dans le but du succès de un seul. On va coopérer pour le succès de celui qui fait la technique. Alors qu'au Kinemichi, on coopère pour le succès des deux. Je pense que là, c'est une des grosses bifurcations du Kinemichi. C'est-à-dire qu'en Aikido, on va faire le succès des deux, mais alternativement. C'est toujours celui qui fait la technique dont on va essayer de coopérer pour assurer le succès. Alors que Kinemichi, quel que soit le rôle, on coopère toujours pour le succès de chacun. Et puis et Maître Noro disait bien actif-actif, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a oublié de boire son café et qui traîne la patte, c'est impossible de faire des bons mouvements. Et c'est un problème d'harmonie. J'imagine que pour être un bon couple de danse de salon, il faut aller au même rythme. S'il y en a un qui va aller vite et que l'autre... S'il y en a un qui est un jeuneau de 15 ans, qui pète la forme, et l'autre qui a 4 fois son âge et qui traîne la patte, s'il n'y en a pas un des deux qui fait un compromis, ça ne marche pas. Et les deux veulent aller dans le même sens. Toi, ce que tu as bien souligné quand on avait discuté ou sur le papier que tu as écrit, c'est la dynamique sociale sous-jacente est très différente dans l'aïkido et le kinemichi. Et je pense qu'elle n'est pas du tout fortuite. Je pense qu'elle est volontairement changée par Maître Noro pour faire le kinemichi, notamment avec l'importance du sourire, qui est vraiment clé. Je veux dire, le sourire, c'est un mot, mais le sourire, c'est toute une ambiance. Je dirais, paradoxalement, une fois, je faisais des exercices de bokken avec un débutant, une débutante d'ailleurs, et juste parce que ça m'amusait, je singeais le samouraï et je faisais des cris énergétiques. Eh bien, la débutante en face de moi a eu peur et son corps s'est rétréci. Et donc, l'attitude, le sourire, l'ambiance qu'on met à un moment de faire un mouvement, ça contextualise les choses. Alors, on peut toujours en faire abstraction. Mais si on a quelqu'un qui arrive en vous faisant un sourire, on n'a pas la même attitude que quand il y a quelqu'un qui vous fait une caricature de samouraï pour vous sauter dessus. Combien de fois Maître Noro montrait, pour initier un mouvement, il imitait quelqu'un qui ouvrait la porte pour faire entrer quelqu'un chez lui, c'est la porte de sa maison. Et alors, si on veut que quelqu'un, un ami, rentre dans votre maison, vous avez une attitude, on a un sourire pour que l'ami rentre dans la maison. Et ça, c'est toute une attitude. Et on initie un mouvement de la même façon qu'on ouvre les bras pour accueillir un ami. J'avais pas théorisé et compris l'impact pédagogique du sourire. Qu'en fait, non, mais ça, il y a un psychiatre, pédopsychiatre, je crois, Genevois Stern, qui est assez connu, mais qui parle de ça, mais c'est toute l'histoire quand il y a un enfant d'1 an et demi qui tombe. Si tous les adultes autour de lui crient et disent « Ah, quelle horreur, tu t'es fait mal, est-ce que tu t'es cassé un bras ?» il va pleurer 2 fois plus. Si on lui dit « Ah, est-ce que tu vas bien? Oh, c'est pas grave, c'est une petite histoire », il va probablement sourire et oublier qu'il s'est fait mal. Et donc, la contextualisation d'une action est très importante. Elle donne toute une énergie. Selon qu'on fasse un sourire ou qu'on fasse une grimace,
Si on croit que le corps et l'esprit sont intimement liés, quand on sourit, je vais dire, pour faire un raccourci, que tout notre corps est en train de sourire. Et si on fait une grimace, on a tout le corps qui fait une grimace. Et tout ça, ça a des conséquences sur le tonus musculaire. Et dans le Kinomichi, on ne veut pas, on veut un tonus musculaire de quelqu'un qui sourit, pour simplifier. Après, même la mémoire émotionnelle du mouvement, que tu vas associer ce mouvement que tu as fait avec le contexte justement émotionnel et relationnel dans lequel tu l'as expérimenté. Donc si tu as appris cette technique à quelqu'un qui souriait, tu vas avoir un bon souvenir de ce mouvement et ça va renforcer ton apprentissage entre guillemets, tu vas dire ah oui, ça, ce mouvement c'est sympa. Alors que justement si tu as une expérience catastrophique avec quelqu'un qui fait une tête d'enterrement, chaque fois que tu vas revoir ce mouvement, tu vas rappeler le contexte émotionnel et tu vas dire ah oui, non, ça c'est pas drôle encore. Oui, alors pour les Français et les francophones qui adorent la culture, c'est le phénomène de la Madeleine de Proust. C'est-à-dire qu'au moment où le petit Marcel Proust trempe sa Madeleine dans le thé, en tant qu'écrivain, il va se reconnecter au moment où il trempait sa Madeleine dans le thé quand il était enfant, chez sa tante, et à ce moment-là, tous ses souvenirs d'enfance réapparaissent. Et donc, c'est-à-dire qu'à une sensation est liée des souvenirs et des impressions. Le sourire appelle le sourire, et si on a fait des mouvements avec le sourire, on va se souvenir du sourire. Si on massacre un débutant de grimaces et de choses horribles, le processus pédagogique n'est pas aussi bon que si tu le nourris de sourire. Ça, c'est évident. Et ça, je pense que c'est une des grandes avancées, un des grands emblèmes du Kinomichi, entre guillemets. Je pense qu'il est vraiment typique et vraiment je pense que c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant que dans l'enseignement du Kinomichi, c'est vraiment cette particularité du contexte social et pédagogique, vraiment de travail mutuel, d'apprentissage mutuel, qui est beaucoup plus positif. Mais le sourire, c'est important parce que, et je dois dire que moi, en tant que prof, c'est un défi spécial. Parce qu'en tant que prof, on veut des résultats, entre guillemets, techniques, pédagogiques, etc. On veut... Mais finalement, en tant que prof, le sourire de l'élève est aussi important que, entre guillemets, ses progrès techniques. Là, tu nous amènes, je pense, sur le prochain sujet qui sera sûrement justement les objectifs précis, entre guillemets, du Kinomichi. Non, mais de toute façon, chaque sujet du Kinomichi touche tous les autres sujets. C'est ça. Alors on est foutu.